Je m'appelle Alexandre Marat, je suis conservateur au château de Versailles et je m'occupe de collections de sculptures. Oui, bonjour, je m'appelle Lionel Arsac, je suis conservateur au château de Versailles, au département des sculptures, depuis maintenant 4 ans. C'est un grand chef-d'œuvre qui a été commandé par Louis XIV en 1677, donc à ce sculpteur italien, Domenico Guidi, qui n'a pas été un élève du Bernin, mais plutôt un rival. Il a été formé chez Lalgarde, qui est le grand rival du Bernin dans la Rome du XVIIe siècle, et il prend la suite donc de cet art de Lalgarde. Alors il est beaucoup moins connu que le Bernin, il est moins connu que Lalgarde, mais c'est tout de même un grand sculpteur, très honorable, qui a laissé de nombreux monuments, de nombreux tombeaux aussi dans la Rome du XVIIe siècle. La figure de l'allégorie de l'histoire, qui est en train d'écrire dans un livre, l'allégorie du temps, qui soutient le livre, et puis l'allégorie de l'envie, qui est au pied de l'histoire, qui est piétinée par l'histoire, et qui est en train de manger son propre cœur. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que cette allégorie de l'histoire est en train de décrire dans un livre qui, vous voyez, est à moitié ouvert. Elle écrit les hauts faits, les faits glorieux du règne de Louis XIV. Et c'est un règne qu'on estime être à la moitié de son déroulement. Une partie s'est bien passée, il reste donc l'autre moitié à écrire. Et donc c'est un groupe foncièrement optimiste, qui est à la gloire de Louis XIV, mais qui nous dit que cette gloire est loin d'être achevée, qu'il reste encore beaucoup de pages à écrire, mais la renommée, l'histoire s'y emploie avec beaucoup de confiance. Et l'ensemble donc, de ce groupe s'appelle Renommée du roi, c'est parce que l'histoire va consigner les hauts faits de Louis XIV dans ce livre que la renommée, la réputation de Louis XIV va pouvoir être pérennisée dans le temps, grâce à ce groupe, notamment de marbre, et dans l'espace aussi, parce que ces hauts faits vont être connus du monde entier. La figure principale que l'on voit ici serait la renommée ou bien l'histoire, c'est-à-dire une figure allégorique représentée sous les traits d'une femme ailée qui tient la plume. Alors la plume, elle est ici recouverte par la bâtie, la plume qui est en train d'écrire les hauts faits du roi. Vous voyez donc le roi ici représenté de profil dans le médaillon qu'elle soutient, que le temps soutient également. Le personnage plus âgé, barbu, est la figure allégorique du temps qui semble peiner à soutenir justement le livre à demi ouvert, tant les hauts faits du roi sont glorieux et marquent durablement le temps. Le fait que le livre soit à demi ouvert est aussi assez important, c'est pour montrer que le roi, Louis XIV, donc, est amené à faire de nouveaux faits glorieux que l'histoire va consigner. Au pied de la sculpture, le discours allégorique continue, notamment à travers cette figure. Il faut vraiment se rapprocher pour voir tous les détails d'une vieille femme qui est en train de dévorer son cœur. C'est la figure allégorique de l'envie, et on devine là un serpent qui s'enroule autour de son poignet, mais dont on ne voit pas la tête. L'idée, c'est que l'envie est un mal qui vous ronge de l'intérieur. C'est vraiment ça le concept de cette figure-là. Sur les côtés, on voit des médaillons représentant les profils de grands empereurs, de grands rois de l'Antiquité, comme Alexandre le Grand, Jules César, Scipion l'Africain ou Trajan. Il y a également des médaillons représentés au revers de la sculpture. Et ces médaillons sont représentés volontairement brisés, de manière à montrer que la gloire passée des empereurs est désormais supplantée par celle de Louis XIV. Donc vous voyez, c'est vraiment un groupe qui est uniquement à la gloire du roi. On sait également par les archives que Domenico Guidi avait reçu l'ordre de ne pas sculpter le portrait du roi en médaillon. Lorsque l'œuvre arrive à Versailles en 1686, 2 ans plus tard, François Girardon, le grand sculpteur du règne de Louis XIV, est rétribué justement pour sculpter lui-même le portrait du roi de manière à vraiment avoir une ressemblance. Au moment de la Révolution, en 1792, le portrait est impitoyablement bûché, comme tous les symboles royaux du château, et il faut attendre 1816, donc au moment de la restauration des Bourbons, pour que le sculpteur Jean-François Lorta restitue le médaillon.
le portrait du roi. Alors ce groupe est une des rares sculptures italiennes romaines présentes à Versailles. En général, Louis XIV et son administration ont fait travailler des artistes français pour peupler les jardins de Versailles de sculptures, de chefs-d'œuvre. Et très exceptionnellement, ils ont fait appel à des sculpteurs étrangers, italiens, Le Bernin notamment, donc, qui a sculpté une grande figure de Louis XIV à cheval, qui est arrivé d'ailleurs à Versailles en 1685, un an avant le groupe de la renommée du roi, qui lui arrive à Versailles en 1686. Donc deux œuvres exceptionnelles, commandées aux artistes romains les plus en vue, et c'est là évidemment, ça correspond évidemment à la volonté de Louis XIV, de son administration, acheminer autant que possible les plus grandes productions du monde de l'art, qu'elles soient françaises ou étrangères. C'est aussi donc un moyen d'introduire une sorte de dialogue, de comparaison entre l'art français, très présent à Versailles, et les grandes réalisations étrangères qui leur seront donc comparées, évidemment. Et donc ces deux œuvres monumentales, le Louis XIV à cheval du Bernin et la renommée du roi de Guidi, ont finalement été placées en face l'une de l'autre, à deux extrémités de l'axe nord-sud des jardins. Le Louis XIV à cheval du Bernin est à l'extrémité de la pièce d'eau des Suisses, donc au sud, et le groupe de la renommée du roi est à l'extrémité nord, derrière le bassin de Neptune. Donc une confrontation, un dialogue là aussi entre ces deux chefs-d'œuvre de la sculpture italienne, et qui eux-mêmes vont devoir dialoguer avec les sculptures françaises présentes, majoritairement présentes dans les jardins de Versailles.